le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Ça y est, ça sent un petit chou le printemps dehors. Il y a un peu de lumière, un peu à droite, à gauche. Pardon pour les gens de l'Ouest qui vont prendre un peu de nuages. Bonne route à tous ceux qui rentrent de vacances. Ça y est, c'est terminé pour février. On va passer à autre chose. On va repasser à une autre période différente. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. On va essayer de garder le sourire avec toute cette actualité extrêmement particulière. Profitez de vous, l'ami Jean-Luc, puisque vous êtes l'expert voiture. Et vous pouvez nous rejoindre, participer à notre rendez-vous, poser toutes vos questions 0826 300 300 ou sur la boîte mail jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez bien on parle auto en objet et votre numéro de téléphone. Alors on va causer de quoi mon bon monsieur? Alors on va commencer par parler d'embouteillage. Ah oui. Oula. Embouteillage au contrôle technique prévu avant l'été. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, il y a 2 ans, il y avait un petit confinement et donc les centres de contrôle ont été fermés. Ouais. Donc les gens ont reporté leur contrôle technique. Ça va être la même chose cette année. Il va certainement y avoir moins de monde là pendant 2 mois. Et résultat des courses, avant les vacances, tout le monde va se précipiter. Donc on va faire un point pour vous éviter de vous retrouver coincé avant les vacances. On parlera aussi de la fameuse Kia EV6 qui a été élue voiture de l'année. Et voiture électrique. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été élue voiture de l'année ? On verra ça dans quelques instants. Un des membres du jury. Comment réparer un pneu dans les règles de l'art ? Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle ? Oui, et elle est rarement respectée. Vous verrez qu'il y a des choses qu'il faut faire vraiment dans les règles de l'art pour réparer un pneumatique. Et puis il faut évidemment le démonter obligatoirement. Voilà, je vous donne déjà un petit indice. Il y aura notre rendez-vous que j'adore, que voiture collection, ce sera après 13h. Il y aura ce rendez-vous qui est le vôtre à 13h. Alors il y en a plein dans la matinée, mais à 13h pétante, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 à 2 minutes près, qu'on va pas tout à fait 13h pétante, 13h02. On vous donne la parole aussi au 0826 300 300. Allez, c'est parti, il y aura un essai sur une Volvo. On parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on commence tout de suite en accueillant Miguel Poli, qui est directeur de la communication de SGS, le grand groupe de contrôle technique, l'ami Jean-Luc. Numéro 1 du contrôle technique en France. Attention à Bonjour l'embouteillage. Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour Jean-Luc, comment allez-vous? Eh ben écoutez bien, avec Laurence, je suis pas Bonjour tout seul. Laurence, pardon. Oui, bien sûr. Non, c'est pas grave, j'ai noté Miguel, j'ai noté. Non, Ça y est, il est cramé Miguel, c'est fini. Mauvaise entrée en matière, c'est pas grave. Je vous taquine. Pour vous rattraper, c'est vous qui avez lancé l'alerte en disant attention, l'été prochain, enfin plutôt le printemps prochain, risque d'être chaud dans les centres de contrôle technique. Souvenez-vous, il y a 2 ans, puisqu'on sait que le contrôle périodique, c'est tous les 2 ans sur les véhicules, il y a 2 ans, on allait être confiné pour la première fois, donc les centres ont été fermés. Et ça va créer un embouteillage. Enfin, ça devrait créer un embouteillage pour l'été. Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est vrai que nous, on a une attention particulière, évidemment, versus nos amis automobilistes. Comme vous le disiez, on finit une période de vacances, mais nous, on veut faire en sorte qu'ils soient tout simplement à l'aise dans leur voiture. C'est d'ailleurs la nouvelle signature qu'on a mis en place, qui est rouler l'esprit libre, qui est ni plus ni moins le rôle du contrôle technique et donc des réseaux autosécurité et sécurité. Passer son contrôle technique, ça permet de rouler l'esprit libre tout simplement, parce qu'on peut ainsi rouler en toute sécurité. Et c'est vrai que du coup, il y a 2 ans, il y a eu évidemment des fermetures dans les centres de mi-mars à mi-mai, parce que les centres sont rouverts très vite, parce qu'ils ont été catégorisés comme une activité essentielle à l'économie et surtout pour garantir la sécurité des véhicules. Donc du coup, ils ont ouvert très vite, mais lors de la rouverture, les automobilistes n'ont eu que quelques semaines pour se mettre à jour avec leur contrôle technique, qui restait quand même obligatoire. Et donc très concrètement, nous, on est capable de dire que 2 ans plus tard, on va retrouver potentiellement le même phénomène, mais amplifié, parce que le parc automobile a vieilli entre-temps. Il vieillit d'ailleurs d'année en année. Alors c'est vrai, on le constate, surtout versus la baisse de vente de véhicules neufs et l'augmentation de vente de véhicules d'occasion, l'augmentation de l'âge moyen du véhicule aujourd'hui qui est de plus de 12 ans en France. Et donc c'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre de véhicules à contrôler. Et très concrètement, il faut savoir que chez nous, on contrôle plus ou moins 500 000 véhicules par mois. Et à partir du mois de mai, on va passer à 1 million de véhicules par mois. Wow. Donc vous imaginez quand même l'importance. Alors on a réussi évidemment
à tenir en 2020, on va tenir en 2022, mais il peut y avoir quand même une problématique de flexibilité pour trouver les rendez-vous qui conviennent aux automobilistes par rapport évidemment à leur travail, leurs loisirs. Donc en fait, c'est vrai qu'on a un rôle, du fait qu'on soit numéro 1, d'alerter, de conseiller les automobilistes, de peut-être justement de ne pas attendre la date clé pour passer leur contrôle et de venir chez nous déjà prendre rendez-vous, parce qu'on sait qu'entre mi-mars et mi-avril, il y a de la bande passante. Miguel, il y a Stéphane qui réagit tout de suite sur Facebook avec nous, puisqu'on est aussi en direct sur la page Sud Radio Facebook. Il dit: comment est-il possible qu'avec tous ces temps, rien n'ait été prévu pour contacter en avance les gens et planifier tout ça? Alors justement, c'est très intéressant parce que nous avons tout mis en place pour justement prévenir les personnes qui viennent passer leur contrôle chez nous. Tout simplement, par exemple, historiquement, généralement, on relance les automobilistes un mois avant de passer leur contrôle technique, et nous avons anticipé finalement ces relances pour justement les relancer en amont. Donc les réseaux autosécurité et Sécuritas ont fait ce travail d'alerter via des courriers, via des SMS, les automobilistes de venir passer leur contrôle technique en avance. Donc, alors Miguel, je vais me faire l'avocat du diable. Si je passe mon contrôle technique 2 mois avant et que à chaque fois je passe 2 mois avant, en fait, vous... Il y a une histoire d'argent aussi. Bah oui. Alors, il y a une question d'argent, mais le prix du contrôle technique ne change pas. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Si j'ai droit, il faut que j'ai un contrôle technique tous les 2 ans. Ouais. Si j'anticipe de 2 mois et que l'année d'après j'anticipe encore de 2 mois, dans 10 ans j'aurai voilà, exactement. Alors oui, évidemment, mais là du coup c'est vraiment une année particulière parce qu'on est 2 ans après le contexte Covid. Donc en fait, on ne va pas recommander aux automobilistes de venir passer tous les ans 2 mois avant. Oui, non, mais on est d'accord, mais je vais perdre 2 mois, quoi. Si je le passe par anticipation, je perds 2 mois. Alors, en effet, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est de pouvoir garantir la sécurité du véhicule et de pouvoir aussi partir tranquille en vacances, parce que l'encombrement, il peut être aussi chez nos amis garagistes. Donc du coup, si vous êtes en contre-visite, sur 25 millions de véhicules, c'est plus ou moins 20% de véhicules qui sont contre-visite, donc 4 millions de véhicules chaque année. Et donc en fait, cette recommandation, elle est aussi d'anticiper pour ensuite aussi, si vous avez des réparations à effectuer, de pouvoir le faire. Miguel, est-ce que je peux être verbalisé si j'ai pris rendez-vous pour le contrôle technique mais qu'il n'y a pas de place et je dois circuler, je dois partir en vacances, je pars avec ma voiture donc qui n'a pas un contrôle technique à jour, mais c'est pas de ma faute parce que je n'ai pas pu prendre rendez-vous. Alors j'ai un rendez-vous qui m'a été signifié mais 1 mois après, est-ce que je peux être verbalisé quand même? Très bonne question de Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. Alors malheureusement oui, vous pouvez être verbalisé si vous n'avez pas passé votre contrôle. Aïe. Ah oui, il n'y a pas de tolérance en disant j'ai rendez-vous. Il n'y avait pas de place, j'ai rendez-vous, mais je ne pouvais pas passer avant. Non, ça va être compliqué. Au coup par coup en fait avec les forces de l'ordre finalement. C'est ça, exactement. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez en fait malheureusement un problème sur la route, il y a des assurances qui ne vont pas forcément vous couvrir si vous n'avez pas votre contrôle technique. Oui, donc vaut mieux anticiper que d'attendre d'être coincé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Là, ça va être tranquille pendant 2 mois, en fait, les centres de contrôle technique. Donc si on doit passer une voiture, il faut le faire maintenant. Exceptionnellement, normalement, ça revient un peu dans les temps. On peut rappeler juste pour conclure, Miguel, le coût d'un contrôle technique? Alors le coût d'un contrôle technique, c'est en moyenne de 70 €. D'accord, ok. Eh bien merci beaucoup Miguel Polic. Bon, on va prendre rendez-vous. Je vous amène Laurence le plus rapidement possible. Non, ça va. Avec plaisir. On est à votre J'ai pas besoin d'être contrôlé, moi. on parle de ma voiture, évidemment. Oui, évidemment. Ouais, je vous ai vu arriver là. Miguel Polic, directeur de la communication de CGS. De SGS. SGS. Pourquoi j'ai mis un C où il n'y en a pas? J'en sais rien. Bon, voilà. Voilà. Non, mais c'est ce matin, je sais pas, j'ai de bouillie dans le cerveau là. D'où l'idée du contrôle technique. Merci beaucoup. Allez, à venir, votre première question dans cette émission. Vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, cette émission est la vôtre. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. On parle auto, on parle bagnole, on parle véhicule, on parle de tout, mais on parle de ce qui roule et on aime ça avec l'ami Jean-Luc Moreau. Dans quelques minutes d'ailleurs, ce sera l'essai de l'auto de Jean-Luc, c'est l'essai de la semaine avec la fameuse Volvo électrique, on n'en dira Volvo pas plus. C40. Ouais, c'est le premier modèle Volvo qui ne sera disponible que en motorisation électrique. D'accord. Pas autre chose. Ok. Mais pour l'instant, c'est le moment de vos questions. 0826 300 300 et vous savez que vous pouvez nous écrire, sur... le contrôle technique, là, il est vraiment nécessaire. Et il y aura contre-visite, je pense. Sur l'adresse mail jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans le corps du message. Et puis bien évidemment,
avec votre numéro de téléphone. C'est Alain qui nous a posé cette question. Je vais être sa voix. Il s'est fait opérer depuis qu'il l'a envoyé. Nous venons d'acquérir une DS3 Sport Chic du septembre 2013, 155 THP 8 chevaux avec 74 000 km. Et nous avons vu qu'il y aurait un souci d'encrassement moteur sur ces motorisations. Nous voulions passer à l'éthanol. Est-ce une bonne idée ? Alors, déjà, on n'est pas sur le fameux 1,2 litre PureTech qui pose autant de problèmes. Tiens, déjà, on va faire une petite parenthèse sur ce 1,2 litre PureTech. Si vous voulez passer à l'éthanol, avant de répondre à la question d'Alain, puis il n'est pas là en plus, moi, je vous déconseillerais fortement un passage à l'éthanol avec un boîtier ou sans boîtier ou quoi que ce soit. Sur le 1,2 litre. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce moteur, il a un problème d'huile. Ouais, alors il a un problème, mais surtout la courroie de distribution se désagrège petit à petit et ça bouche la crépine d'huile. Et vous savez que l'éthanol qui se mélange à l'huile, c'est pas bon du tout, donc ça va dégrader encore plus vite la qualité de l'huile et ça va dégrader encore plus vite cette fameuse courroie de distribution. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous évitez de jouer les apprentis sorciers avec ça, sinon vous allez prendre le moteur dans le museau. Est-ce que je peux donner un deuxième conseil ? Si vous avez 1,2 litre PureTech dans votre moteur, vendez votre voiture avant que vous ayez des soucis. Non mais ça c'est terrible. Vous la faites reprendre par un garage, comme ça vous arnaquez personne. Il y a des milliers de personnes qui vont... encore une amie m'en a parlé cette semaine. Voilà. Donc vous la vendez. Alors, on est un peu moins inquiet sur le 1,6 litre, puisque là c'est le moteur 1,6 litre, le 155 chevaux THP. Il y a des encrassements de culasse qui provoquent des à-coups. C'était les modèles jusque fin 2013. Ça se résout soit en démontant la culasse, qui est quand même une opération qui coûte extrêmement cher, soit avec des produits de traitement adaptés de nettoyage des moteurs. Ça peut être efficace, il faut tenter le coup. Ça, on tente le coup comme ça. Bon, après, il y a eu des problèmes beaucoup plus graves sur ce moteur. Il y avait des problèmes de tendeur de chaîne de distribution. Alors pour le coup, c'est un moteur qui avait une chaîne de distribution, donc on peut se dire, ouais, je suis peinard, c'est une chaîne de distribution, mais là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir avec ce moteur-là, figurez-vous, parce qu'il y a des problèmes de tendeur, et donc la chaîne soit se décalait, et là, le moteur marche mal, mais c'est pas trop grave, soit sautait carrément, et là c'est la rupture complète. Donc c'était la casse moteur. Pas de rupture tout de suite. Voilà. Alors il y avait aussi des problèmes de bobine, des problèmes de pompe haute pression, et c'est là vous allez voir que ça devient intéressant pour l'éthanol, des problèmes de turbo. La pompe haute pression, qui déjà pose des problèmes quand elle fonctionne avec de l'essence. La pompe haute pression, elle met en pression l'essence pour le moteur. Si déjà elle a des soucis quand elle travaille dans du super sans-plomb 95, vous imaginez avec de l'éthanol dedans. Donc on oublie carrément la transformation à l'éthanol pour ce moteur, qui posera aussi un problème de fiabilité. Ça veut dire quoi, l'ami Jean-Luc ? Ça veut dire qu'il faut être très prudent sur le passage à l'éthanol. Quel que soit mon moteur, il vaut mieux que je me renseigne. Il y a plein de moteurs. Bien. Alors tiens, je vais répondre parce que je me suis fait assaillir sur les réseaux sociaux cette semaine. J'avais dit il y a 15 jours. Assaillir ? Je vous expliquerai pourquoi les constructeurs français ne veulent pas faire d'adaptation à l'éthanol en première monte. Alors, il y a ces raisons-là, parce que leurs moteurs sont pas bien adaptés au passage à l'éthanol. En tout cas, chez Stellantis. Chez Renault, c'est pas le cas, puisque les moteurs, vous le savez, dès le départ, ils ont été adaptés pour tourner au 85, mais non homologués. J'ai posé la question au grand patron, celui qui fait les moteurs pour tout le groupe, Nissan, Renault, Mitsubishi. Il m'a dit, écoutez, on y a réfléchi. On avait même l'idée de passer... Alors, il y a la Mégane RS, qui est la version la plus sportive de chez Renault, qui hérite d'un malus absolument gigantesque. Donc, ils se sont dit, tiens, on va la passer à l'éthanol, comme ça, 40% d'abattement sur le CO2, on n'aura plus de malus sur la voiture, super. Et puis, ils ont développé le truc... Et ils ont lâché en cours de route. Alors, ils ont lâché en cours de route, y compris pour les... Ils avaient l'idée aussi de passer les autres moteurs, de les homologuer. Alors, cette personne m'a dit, il n'y a pas de problème pour passer l'homologation, il y a un petit travail à faire pour passer la pollution, mais c'est possible. En revanche, ça nous coûte extrêmement cher d'adapter les outils de diagnostic à des moteurs qui vont être multifuel, donc qui vont pouvoir fonctionner à l'éthanol. Ça coûterait trop cher. Il faudrait remettre à jour, en gros, tous les concessionnaires, tous les agents qui ont des appareils, les fameuses valises, il faudrait mettre tout ça à jour. Et c'est
un tel travail, ça coûterait tellement cher que c'est pour ça qu'ils vont pas le faire. Bon, ben voilà, en tout cas on a répondu à Alain qui nous avait contacté. Comme vous le faites d'ailleurs aujourd'hui, n'hésitez pas, je participe @sudradio.fr. Je dois vous annoncer que oui, nous avons beaucoup de mails, nous essayons de répondre à tout le monde. Et si on ne l'a peut-être pas fait une semaine ou 2 semaines, ne nous en voulez pas. À un moment ou un autre, vous allez passer vous aussi, non pas à la casserole, mais au micro de Sud Radio. Donc ne vous inquiétez pas, juste un tout petit peu de patience. Allez, à suivre l'essai de la fameuse Volvo électrique C40 que Est-ce vous qu'on retrouverez. peut passer une voiture électrique à l'éthanol? La réponse c'est oui, mais c'est ce qu'il y a entre le volant et le siège qu'on passe à l'éthanol. Mais il faut pas. On a Bah faut évidemment. Pas conduire, Mais c'est quoi cette pas conduire en ayant bu, je sais. Non, mais je sais pas quoi dire. Alors Et comment se construit l'éthanol dans le vin? Je vous ai eu là. On met les raisins en jus, on met des ferments, qu'ils soient indigènes ou pas, des levures. Et c'est la levure qui va manger le sucre mais qui va produire rendre l'éthanol. C'est ça l'alcool c'est la dans même les chose vins. Pour produire l'éthanol aussi à partir de la betterave. Moi je marche à l'éthanol. Mais pas tous les jours, avec modération évidemment. Mais pas 85% quand même. Ah bah non. Allez, Zou, c'est parti. Et c'est de la Volvo dans quelques instants. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Moi, ça me fait toujours rire, c'est derrière le jingle. Il faudra changer le Alors, jingle. surtout que là, ça marche pas avec l'électrique. Avec les voitures électriques, ça marche plus. L'ami Jean-Luc, je redonne bien les choses on va quand même remettre, non pas l'église au milieu du village, mais le parking au milieu du centre de la radio. À savoir que vous allez retrouver toute la partie vidéo que vous avez filmée sur cet essai sur notre page YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus de 500 000. Et ouais, vous êtes plus de 500 000. Pas loin c'était 507 il y a 2 jours, donc ça doit être 510 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous remercie parce que ça fait plaisir d'être avec vous et ça fait plaisir de vous accompagner. Allez, on y va sur la Volvo. En plus, c'est plus long, ça fait 15 minutes, donc vous avez j'ai le temps de détailler la voiture. Alors là, on va parler aujourd'hui de la Volvo C40. C'est le premier modèle Volvo qui ne sera disponible qu'en 100% électrique. Il n'y aura pas d'hybride rechargeable, il n'y aura pas d'hybride, c'est que de l'électrique. On peut dire que c'est une version, pour faire simple, coupée du XC40. Le XC40, c'est un SUV. Là, on fait un truc, on dit, hop, il est coupé. Alors, il y en a qui vont me dire, couper 4 portes, ça n'existe pas. Mais au moins, ça permet aux gens qui n'ont pas l'image, mais on a aussi l'image, nous, de voir qu'il a une forme un petit peu différente. Il fait 4,44 m de long. Il y a des similitudes en matière de design avec le XC40, principalement à l'avant. En revanche, la baie de pare-brise, elle est plus inclinée, le pavillon il est 6 cm plus bas et la poupe est inédite avec un toit en pente douce qui lui confère une silhouette plus dynamique. Alors on se dit tiens, il va être plus aérodynamique. Bah non. Ah mince. Ça pêche un peu. CX032, c'est pas très bon pour un véhicule électrique. Pour vous donner une idée, l'Audi 100, la première Audi 100 qui est sortie était à 0,30. C'était il y a quoi 35 ans, 40 ans. Oh oui. Ouais. Donc, vous voyez, j'étais pas né. Voilà, c'est ça, moi non plus. Bon, ça se ressentira sur la consommation, en particulier sur autoroute. Bon, par rapport au XC40, le coffre perd un peu de contenance, mais il affiche encore 413 litres. Bon, ça va, c'est tout à fait correct. À l'intérieur, l'habitabilité souffre pas de la nouvelle forme du pavillon, en particulier à l'arrière, avec une garde au toit qui est suffisante. Et puis surtout, l'impression d'espace à bord, elle est vraiment importante parce que dans cette version First Edition, First Edition, comme son nom l'indique, première édition, donc qui est super équipé. On a un toit panoramique vitré qui est très grand et qui donne une belle impression d'espace intérieur. Alors ce que j'aime bien dans les Volvo, moi, c'est le tableau de bord. Là, on reprend le tableau de bord du XC40 que j'avais beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison que je l'aime pas, je l'aime toujours autant, pour la noblesse des matériaux, l'assemblage, la présentation. En plus, vous avez, alors, dans les qualités, vous avez aussi une interface Google avec Google Maps. En termes de GPS, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a des défauts tout de même. En particulier, l'obligation de passer par l'écran central quand vous voulez activer ou désactiver certaines fonctions. Et quand on roule, ça peut être limite dangereux. Pour la partie mécanique, ce C40 reprend les 2 moteurs synchrones à aimant permanent qu'équipe le XC40. Au total, alors attention, vous vous souvenez, Laurence, on avait fait le tour du pâté de maison avec. Oui. Oh là là, le démarrage. Chevaux, 660 Nm de couple. Ça pousse super fort. Mais grave. Pour vous dire, les reprises 80-120 en 3 secondes et demie,
franchement, on est collé au siège. Hein. Mais vraiment. Alors le confort est un peu moins ouaté que dans le Grand Frère, mais rien de catastrophique. Le véhicule c'est pas la ouate qu'elle préfère, non. le Grand Frère. Non, mais là le véhicule est plus dynamique esthétiquement, donc Volvo s'est dit tiens on va faire un châssis un petit peu plus dynamique. Bon, il est un peu plus ferme que l'autre, mais rien de catastrophique, d'autant que moi j'avais les roues de 19 pouces. Sur le modèle d'essai, on peut avoir du 20 pouces. Vous savez que c'est plus confortable avec des petits trous. Voilà. Le châssis, bon, je vous l'ai dit, il a été reparamétré pour correspondre au design de la voiture. Il est plus dynamique. Il fait oublier les 2,2 tonnes de l'engin. C'est un régal à conduire dans les virages. Franchement, il faut trouver une route avec des virages. S'il n'y a pas de virage, vous mettez des cônes pour faire des virages et vous apprécierez particulièrement la tenue de route de la voiture. La récupération d'énergie. Il y a des constructeurs, ils vous mettent des palettes, vous avez 5 modes, machin. Bon là, il y en a 2. Il y a premier mode, presque pas de frein moteur. Deuxième mode, beaucoup de frein moteur. C'est de la conduite, ce qu'on appelle one pedal. Donc, juste avec la pédale d'accélérateur, vous pouvez aller jusqu'à l'arrêt du véhicule. C'est-à-dire quand vous levez le pied de l'accélérateur, il n'y a pas besoin de prendre le frein. Ça freine tout seul et jusqu'à l'arrêt. Donc, c'est pratique en ville. C'est pratique. Alors, ce qui est moins bien, c'est la consommation à grande vitesse. Je vous disais tout à l'heure avec le CX. Alors, déjà, ça fait 2,2 tonnes. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est super puissant, 408 chevaux. Une aérodynamique qui n'est pas extrêmement fine, donc à 130 km/h, on est à 30 kWh au 100 km. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour vous dire, une Tesla équivalente va être pratiquement à 6 ou 7 kWh de moins en 100 km. Oui. Donc du coup, l'autonomie va en prendre un sacré coup. Exactement. Et même qu'on roule gentiment, moi j'ai consommé 24,6 kWh au 100. Ça veut dire qu'on fera à peine 300 km avec les 75 kWh de la batterie. Ouais, voilà. D'autant que la recharge, elle est rapide, 150 kW, mais elle n'est pas ultra rapide comme certains véhicules concurrents qui vont jusqu'à 250 kilowatts. Ça sent les mauvaises notes. Ça. On a accès au réseau Ionity pour 0,39 € la minute. Vous savez que le réseau Ionity, vous ne payez pas à l'énergie consommée, mais au temps que vous passez à recharger. Donc plus on a un véhicule qui charge vite, moins ça coûte cher. Ouais. C'est le paradoxe. Les très riches qui arrivent avec une Porsche Taycan, ils payent moins cher que celui qui va arriver avec une Renault Zoé. Bon, bien fait. Voilà. Justement, tiens. Voiture de riche, oui, voiture de riche, 62 250 €. Vous allez me dire, mais pourquoi ils ont mis au-dessus de 60 000 Oui, alors ils vous accordent 4% d'entrée de réduction, comme ça vous passez juste en dessous de la barre des 60 000 € et vous avez droit à 2 000 € de bonus. C'est de la manipulation commerciale. Quoi. Ouais, voilà, donc en fait la voiture vous coûtera 58 000 €. Quoi. Bon, on n'est pas très content là. Non, c'est cher. Le rapport qualité-prix, il est bon. Alors, c'est une voiture pour laquelle on craquera pour l'esthétique. Oui. Clairement, elle est super jolie. On craquera parce que, pour reprendre une expression que certains ont vue dans un film, il va falloir trouver le titre, c'est du brutal. Voilà. Justement, on parlait d'alcool tout à l'heure. Voilà. On s'imagine dans la cuisine et franchement, oui, c'est du brutal. Il y a Stéphane qui nous dit... Il y a peut-être une polonaise qu'on buvait au petit déjeuner d'ailleurs. Non. Stéphane, il réagit beaucoup, c'est notre fan. Bonjour Stéphane, on vous souhaite un bon week-end. Stéphane, la réputation des Volvo comme armoire normande avec la célèbre 240. Donc en fait, par rapport au poids, vous disiez... Oui. Il a fait le rapprochement. Oui. La CX de 0,32, c'est vrai que c'est pas très très bien. Le Tesla Y qu'on a essayé, qui était un SUV, était à 0,23. Par exemple. Et je vous rappelle en plus que grâce à Bastien, notre super réalisateur, vous avez vu une partie de la vidéo de notre ami... Voilà, Jean-Luc sur la page Facebook. La vidéo entière, 15 minutes, que vous retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, à suivre, on va parler d'une autre voiture, la Kia EV6. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on en parle avec vous, Didier Laurent. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Didier Laurent, vous êtes journaliste, membre du jury de la voiture de l'année. Depuis combien de temps déjà ? Moi, ça doit faire une douzaine d'années. Depuis les débuts Non, le début, c'était 1964. Alors, on va parler du trophée de l'année avec une surprise. Oui, alors déjà quand même, avec quelque chose de surprenant, c'est que dans la shortlist finale de 7 véhicules pour le titre de la voiture de l'année, il y avait... Je vous laisse le dire. Il y avait 6 voitures électriques et une voiture qui existait en hybride rechargeable. Alors les finalistes, c'était qui, tiens ?
Alors, donc la Kia EV6 qui a remporté la compétition, il y avait sa cousine technique, la Hyundai Ioniq 5, le Skoda Enyaq EV, la Mégane E-Tech, la Cupra Born, la Peugeot 308, donc qui était la seule en partie thermique, et puis pour terminer, la Mustang Mach-E, ce qui nous fait donc 6 voitures 100% électriques. Voilà. En même temps, avec ce qui sort en ce moment, il ne faut pas trop s'étonner que cette situation arrive. Ouais, c'est 3 essais sur 4, c'est des voitures électriques en ce moment. Donc les gens qui me disent « ouais, il y en a marre d'essayer des voitures électriques », oui, mais bon, voilà ce qui... Les constructeurs aujourd'hui, les constructeurs aujourd'hui présentent des voitures électriques. Et quand on voit les programmes qui sont annoncés pour l'Europe, en tout cas par les constructeurs, ça sera du 100% électrique à l'horizon fin de la décennie quand même. Ça va arriver très très vite. Hein. Ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite parce que la Commission européenne pousse très fort. Les normes recettes sont faites pour décourager les gens de faire du thermique. Donc c'est sûr que là, on fait tout pour orienter vers l'électrique. Et puis, les investissements des constructeurs ne sont pas, je dirais, si énormes en potentiel que ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Ont décidé d'arrêter le diesel dans un premier temps, le thermique dans un deuxième temps, pour se concentrer sur ce qu'on sera autorisé à vendre. Sauf surprise dans les années qui viennent. D'accord. Alors pourquoi le choix de l'EV6 ? Alors vous, déjà à titre perso, vous avez voté pour elle ? Oui, moi j'ai voté pour elle, j'ai mis 9 points et c'est même la première fois que je mets autant de points à une voiture. Et pourquoi ? D'une part parce que je trouvais que technologiquement aujourd'hui on a juste les Porsche et l'Audi e-tron GT qui sont avec des plateformes 800 volts et donc je voulais saluer l'effort technique d'un constructeur généraliste d'aller sur une technologie qui est beaucoup plus chère mais dont on retrouve les bienfaits à la fois sur la route en termes d'autonomie mais surtout en vitesse de recharge et puis je voulais aussi récompenser au travers de cette note le constructeur Hyundai Kia qui est pour moi celui qui a fait le plus de progrès ces dernières années, qui a été assez même précurseur sur le multi-énergie, puisque Hyundai comme Kia ont très tôt proposé des véhicules mild hybrides, électriques, même hydrogène parfois chez Hyundai. Et donc, je trouvais que c'était le bon moment. Ils étaient déjà passés pas loin de remporter la compétition. Depuis le début de la semaine, ils doivent tous être complètement bourrés en Corée du Sud, parce que ça fait quand même un moment qu'ils attendaient ce titre, qu'ils l'espéraient. Oui, c'est vrai. Alors, je vous raconte une anecdote. Mais ils boivent beaucoup, les Sud-Coréens. Vous voulez dire joyeux, quoi. Oui, joyeux. Ils boivent pas mal. Hein. Je me suis trouvé en Corée à aller interviewer le patron de Kia il y a quelques années, le jour de l'annonce de la shortlist. Et dans cette shortlist-là, cette année-là, il n'y avait pas de Kia. Je peux vous dire que l'interview était assez froide. Ouais. Il vous manque un doigt depuis, d'ailleurs. C'est ça. Ouais, j'ai tout recompté en sortant. Mais... Non, donc là, c'est la première fois donc qu'ils sont récompensés. Ils sont récompensés pour une technologie qui est vraiment novatrice. Alors après, c'est pas... Là, c'est une question... Une question un peu méchante, mais on a le sentiment que le jury de la voiture de l'année vote pour des voitures qu'ils pourront jamais acheter eux-mêmes, parce que ça reste quand même dans votre shortlist finale, il y a que des voitures qui sont aux alentours de 50 000 euros. C'est quand même pas tout le monde qui peut s'acheter des voitures comme ça. C'est exact. Le V6, ça commence à 47 990 euros. C'est 297 euros par mois en leasing avec des conditions d'âge et de détention et de kilométrage. Mais c'est clair, mais la voiture électrique aujourd'hui, c'est quand même relativement cher. C'est vrai, quand on regarde cette liste, même des voitures plus petites, type Mégane E-Tech, qui est plus petite qu'un Capture, il faut tout de suite mettre sur la table au moins 35 000 euros. Alors, il y a des aides, les constructeurs font des efforts pour rendre des loyers plus attractifs, mais il y a quand même une réalité derrière tout ça, c'est que la voiture électrique, pour l'instant, en tout cas, ne tient que parce qu'elle est soutenue fiscalement. Et ça va être, et plus ça va aller, plus ça va être difficile. Donc, il faut absolument que le prix des batteries, on parle souvent du prix il a été divisé par deux depuis 5 ans. Oui, mais il faut que ça continue, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est des voitures de riche pour le moment, on est d'accord, bien sûr. Oui. Alors, et en même temps, il faut aussi récompenser les efforts qui ont été faits pour rendre de plus en plus accessible ce type de véhicule, même si j'en conviens, ils ne sont pas encore accessibles à tous, loin de là. Ceci dit, elle est belle, hein.
Ouais, elle est Il y jolie, a elle est Bastien jolie, qui l'a elle est mis sur la jolie, page elle est Facebook, confortable. À l'intérieur, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial tellement elle est belle. l'interface homme-machine est moderne. Même Ça si- recharge extrêmement vite. Moi, Je j'ai fait de la regrette. charge 10-80%. J'avais rechargé 10-80%, donc récupéré 300 km d'autonomie en 16 minutes. Donc, Je regrette juste un C'est petit la peu. meilleure sur ce point. Ouais, je regrette juste un petit peu. Bon, je la trouve très jolie, il n'y a pas de débat, mais elles se ressemblent un petit peu toutes maintenant, quoi. Les voitures, elles ont en presque fait, toutes la même ligne. sur les- l'aérodynamique va dicter bientôt C'est un peu dommage. la forme des voitures, puisqu'on Ouais. recherche une fluidité optimale. Alors Oui, mais- Renault a pris oui, le mais- parti d'avoir justement avec la Mégane E-Tech une voiture un peu moins aérodynamique, mais avec plus de Comme caractère. de toute façon, vu qu'on peut pas encore faire 2000 km ou 1000 Mais km on fera avec une batterie, pas tout de on est suite. obligé de rouler doucement avec Oui. les voitures électriques, autant Oui. avoir des voitures qui nous fassent plaisir aussi D'accord. visuellement, quoi. Enfin, de toute façon, on peut pas rouler très vite, sinon on n'a plus de batterie. Donc, Et pourquoi pas la Dacia Sandero Stepway GPL? On a quand même deux grandes règles dans le vote. C'est qu'on doit voter pour une voiture dont le renouvellement est extrêmement réussi et apporte quelque chose au marché, ou plutôt un constructeur qui met sur le marché, qui commercialise un modèle qui était encore inconnu ou qui arrive sur un segment qui n'était pas occupé. Donc D'accord. la Dacia Sandero, ça ne veut pas dire que pour autant que c'est une mauvaise voiture, bien au contraire, mais simplement elle ne rentrait pas dans ces critères-là. bon, bah merci Bon, le beaucoup. premier Duster, il rentrait à l'époque et il est passé à côté. Hein. Ouais. Donc Bah, il y a quand même une ouais. forme d'élitisme. On va y aller. C'est pas une forme d'élitisme, mais il faut savoir qu'il y a quand même 22 pays et 61 membres du jury. Alors cette année, 21 pays et 59 membres du jury, puisque les Russes ont été écartés pour ce vote-là. Et donc il y a quand même des sensibilités qui sont extrêmement différentes, Ouais. mais c'est à la fois ce qui fait la richesse de ce jury. Merci beaucoup Didier Merci, Laurent, Didier. journaliste Merci à et vous, membre bon week-end. du jury de la voiture de l'année qui était avec nous pour nous parler de la Kia EV6 EV6 qui a été élue EV6, voiture yes. dans l'année 2022. À suivre votre place, votre question 0826 300 300. N'hésitez pas, rejoignez-nous dès maintenant. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et juste après 13h, aux alentours de 13h08, on vous donne rendez-vous pour parler des trésors de la vente Arcuriel de Rétromobile. Il va encore y avoir de jolis véhicules. Une idée de cadeau d'anniversaire pour Jean-Luc Moreau, Bien par évidemment, exemple, qui va Laurence fêter son Perrault, anniversaire quand? au mois de juin. Mais Ah, bon, c'est cool. le temps de récupérer la voiture, de la nettoyer, bien, voilà. hop, Et du coup, ça veut dire qu'au mois de juin, il y a un gros barbecue pour votre anniversaire. Alors, C'est il ça. fera beau. c'est ça. On parlera d'Arcuriel, Ça, d'auto j'ai évidemment. J'ai coché, il y a une Aston Martin DB5. là, qui D'accord, me ok, plaît on bien. en parle tout à J'ai l'heure, fait- l'ami je vous- Jean-Luc. Je vous ai fait des croix sur le truc. En attendant, on accueille Corinne pour la question à Jean-Luc Moreau, 0826 300 300. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Bienvenue Bonjour sur à Sud tous les Radio. deux. Merci. Alors, on vous écoute Corinne. Alors voilà, donc j'ai une Smart électrique que nous avons donc achetée il y a 4 ans et demi. Et aujourd'hui, donc, ma Smart électrique, en fait, on me dit qu'il faut que je change le moteur électrique car l'entraînement, donc en fait, est foutu. Oui. Voilà, donc en fait, ma question, c'était de savoir si c'est une panne qui est normale. Ce véhicule a 74 000 km, ce qui lui fait une moyenne annuelle d'un peu plus de 16 000 km. Vous roulez Et- pas mal, hein, Ouais, parce quand que même, surtout pour le la, Smart. la Smart électrique, c'est vrai qu'on l'utilise principalement en agglomération, donc Ouais. vous faites pas Oui. des grands trajets avec. Ben, les plus grands trajets que je fais, c'est pour me rendre au centre-ville de Toulouse, donc c'est 25-28 oui, kilomètres. Ouais, ouais. Mais souvent. alors attends, avant souvent. de répondre à votre question, vous êtes satisfaite de la voiture? Ah oui, super, c'est un super véhicule. Bon, Voilà, bon, super. pas beaucoup d'autonomie, mais c'est vrai que pour faire Ah de oui. la J'ai une ville, Smart, c'est très hein. bien. Vous savez que on en parle assez peu, mais Smart a été la première vraie voiture électrique commercialisée sur le marché. On en est déjà quand même à la 4e génération de Smart électrique. Alors, Oui. je vous le fais court, hein, les deux premières c'était vraiment c'était naze. C'est très court. Voilà. Bon, à partir de la 3e, ça commence à être bien. La 4e, elle est construite en partenariat avec Renault. Et vous avez d'ailleurs dans votre voiture, vous avez un moteur Renault. Alors là où je suis étonné, c'est que vu le kilométrage, vous m'avez dit 75 000, c'est ça? 74 000. 74 000. Oui. Parce que la technologie du moteur Renault qui est utilisée aussi dans la Smart, hein, c'est le même moteur que la Zoé, D'accord. c'est ce qu'on appelle un moteur synchrone bobiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un rotor bobiné et il a ce qu'on appelle des balais, comme vous avez alors. Des balais pour dans faire le l'aspirateur. ménage, hein. Ouais, Ouais. non, pas les balais pour faire Parce le que je ménage. vends sur M6 Boutique le matin. non Oui, donc en fait, vous avez un collecteur, on ne va pas rentrer dans les trucs techniques. Les balais, ça s'use avec le temps. Donc, c'est un moteur électrique
avec de l'entretien, et à 80 000 km, normalement, il faut changer les balais. Donc déjà, je suis étonné quand même que votre concessionnaire vous ait pas dit, avant de vous dire faut changer le moteur, qu'il y avait cet entretien à faire, puisque vous êtes quand même tout prêt. Ils auraient dû vérifier que c'était pas ça qui causait votre problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Zoé, qui a le même moteur, alors il y a eu assez peu de problèmes sur la Smart. Pourquoi ? Parce qu'elle ne roule pas beaucoup, les Smart. Vous faites beaucoup de kilomètres. Là, je pense que la moyenne des Smart électriques, à mon avis, on est plus près de 6 000 km par an que de 15 ou 16 000, comme vous le faites vous. Donc ces voitures-là ont eu moins de pannes que les Zoé qui roulent plus, puisque les Zoé ont une autonomie plus grande avec une plus grosse batterie, donc elles font plus de kilomètres. Et il y a eu de nombreuses pannes sur les premières générations de Zoé avec le même moteur que vous, où il a été nécessaire de remplacer le moteur. Ça a été fait à l'époque sous garantie, d'où ma question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous propose le concessionnaire ? Est-ce qu'on vous a dit que, quand on vous dit on va vous changer le moteur, est-ce qu'on vous annonce que ça va vous coûter quelque chose, ou est-ce que c'est pris en garantie ? Alors, en fait, il n'y a plus de garantie puisque la voiture a plus de 2 ans. Bah oui, ça, on est d'accord. Mais voilà, ce qui garantit... Oui, pardon. Elle a plus de 5 ans ou pas ? Parce que je ne me souviens pas de la date. Non, 2017. Elle va avoir 5 ans. Elle a 4 ans et demi. Elle a 4 ans et demi. Alors, dépêchez-vous, parce qu'ils doivent prendre... Alors, il n'y a plus de garantie commerciale, certes, mais il y a ce qu'on appelle la garantie légale des vis cachées. Et ça marche pendant 5 ans. Donc, dans votre cas, vous êtes éligible. C'est-à-dire, s'il y a un remplacement du moteur qui est prévu, normalement, vous ne devez rien payer. D'accord, ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, Smart m'a proposé 55% de la prise en charge du moteur uniquement. Oui, ils sont voilà. Non. Voilà. Donc je me doute que si au bout de 4 ans et demi, on me propose 55%... Oui, c'est qu'ils doivent normalement vous payer 100%. C'est comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi. Si d'entrée on vous dit c'est 55, Corinne, ça veut dire Corinne que... et Jean-Luc, excusez-moi, mais la voiture, elle a quand même presque 5 ans. Est-ce qu'ils doivent quand même payer la totalité du moteur ? Normalement, un moteur électrique, c'est presque inusable. Ah. C'est ça, la principale qualité du moteur électrique, justement, hormis ce moteur-là qui nécessite un entretien avec pour le remplacement des balais. Autrement, c'est inusable un moteur électrique. Donc pour vous, Jean-Luc, ça serait normal que Smart propose ça serait normal qu'ils prennent 100%. Renault l'a fait sur les Zoé où il y avait besoin de remplacer le moteur. Donc Smart devrait le faire sur la vôtre. Donc il faut bien, alors déjà pour éviter de faire traîner le truc et d'arriver au-delà des 5 ans, parce qu'au-delà de 5 ans, ça sera compliqué. Commencez. Ça ne veut pas dire que vous les attaquez, mais faites-leur un recommandé avec accusé de réception en leur expliquant que voilà, votre voiture a des problèmes, on vous a dit qu'il fallait changer le moteur. Et donc, vu la garantie légale des vis cachées, c'est un vis caché dans votre cas, vous demandez une participation totale pour le remplacement du moteur. Bam. Faites ça, voilà. Et vous savez quoi, ça marque le départ. Si vous êtes, mais il devrait être compréhensif, je pense. Puis ça met la date en fait. Voilà, c'est ça. C'est vous dites, ok, j'ai pas entamé de procédure encore, mais au moins j'ai quelque chose qui prouve que j'ai fait une démarche pour vous réclamer la prise en charge. D'accord, parfait. Vous avez quand même. Oui. Pardon, Corinne, vous avez quand même un plan B pour rouler, parce que du coup, Corinne, il ne faut plus qu'elle roule avec pour l'instant ou... Ah non, mais elle roule plus, votre voiture. Oui. Non, là, je l'ai laissée au garage. Ça fait bientôt 3 semaines qu'elle est chez Smart, parce que justement, on échange. Donc, parce qu'en fait, le concessionnaire Smart chez qui est la voiture, en fait, elle m'a bien dit, elle, que depuis ce nombre d'années où ils font ces véhicules électriques, ils n'ont jamais rencontré ce problème. C'est la première fois qu'ils rencontrent ce problème. Ah bah ça tombe sur vous. Voilà. Donc ça prouve bien que c'est pas une panne récurrente en fait, que c'est exceptionnel. Donc c'est pour ça que je leur avais demandé de faire un mail à Smart France pour savoir qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'ils pensaient de cette panne. Alors ils n'ont pas répondu au sujet de cette panne, mais ils nous ont dit d'entrée qu'ils participaient à 55%. Donc ça veut dire qu'ils savent que de toute façon ils sont coincés. Bon. Il faut ils tentent le coup. Vous savez, ils ont des budgets qui sont limités en après-vente, donc à chaque cas, si vous ne demandez pas 100%, ils vous les proposeront pas d'entrée. Bon, bon courage, Corinne, vous nous tenez au courant de la suite. Eh bien, merci beaucoup à vous et bon week-end. Merci Corinne, au revoir. Et vous n'hésitez pas, vous nous tenez au courant et vous pouvez aussi, comme Corinne, nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez dans l'objet pour l'émission On parle auto et vous mettez bien vos coordonnées complètes, y compris le numéro de téléphone. C'est ce qu'a fait d'ailleurs notre ami Jean-Benoît. On a reçu par mail cette question qui arrive maintenant, Jean-Luc, sur Sud Radio dans On parle auto. Je souhaite passer mon fourgon Renault Trafic de 1989
En véhicule de collection, la FFVE, La Fédération française des véhicules d'époque, indique que l'usage professionnel ou le transport de marchandises sont interdits. Est-ce que la notion de marchandise est à prendre au sens marchand du terme? Dans mon cas, je souhaite transporter du matériel divers pour mon usage personnel. Est-ce autorisé? alors c'est une excellente question, Oui. Parce que un véhicule en carte grise de collection est considéré comme un objet patrimonial. Donc, à ce titre-là, vous n'avez pas le droit d'aller travailler avec. Vous n'avez pas le droit même de faire le trajet chez vous jusqu'au travail. Ça doit être un véhicule essentiellement utilisé, exclusivement utilisé pour les loisirs. Donc, si c'est un utilitaire, et là, en l'occurrence, un Renault Trafic, c'est un utilitaire, vous n'avez pas le droit de l'utiliser professionnellement. Mais rien ne vous interdit, si vous avez une belle Cadillac, de faire un mariage avec et de transporter les mariés dedans. Vous n'avez pas le droit de le faire si vous louez la voiture. Pourtant, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Oui, évidemment, ça existe, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'en faire un commerce à partir du moment où le véhicule est en carte grise de collection. On n'a pas le droit. D'accord. Voilà, mais vous pouvez le faire à titre gracieux. Si c'est des amis qui se marient, vous conduisez votre voiture, vous avez le droit de les transporter. Ou alors, on ne prend pas la carte grise de collection si on veut en faire un business. Si vous voulez faire un business, vous ne prenez pas la carte grise de collection. Donc là, il ne fait pas un business, il va transporter des choses à lui. S'il a envie d'emmener des choses à la déchetterie avec son Renault Trafic, s'il a envie de faire du trafic avec son Renault Trafic, du moment qu'il ne gagne pas d'argent, s'il fait un trafic gratuit, voilà. S'il veut nous amener des bouteilles avec son Renault Trafic, je prends un exemple au hasard. Surtout qu'on va parler de vin dans Invino à partir de 13h30. Voilà, donc il fait la route des vins, il veut s'arrêter, il veut nous faire plaisir. Oui. Il prend une caisse de temps en temps à chaque fois qu'il s'arrête chez un producteur. Il nous les ramène à Paris. Par exemple. Il a parfaitement le droit de faire ça. Par exemple. Puisqu'il nous les offre, les caisses. S'il nous les vendait, ça serait différent. Il vient avec sa caisse nous offrir des caisses. Pour son usage perso, il a le droit de transporter des choses dans son fourgon. On ne considérera pas que c'est un travail avec. Bon, on a bien répondu à la question. Merci beaucoup, c'est clair. Vous voulez en faire un business, vous passez pas en carte de collection. Vous voulez en faire du loisir, vous passez en carte de collection. Voilà. C'est clair, vous voulez passer précis. Un véhicule blindé, un char par exemple, en carte grise de collection, vous n'avez plus le droit d'envahir l'Ukraine avec. Puisque vous l'utilisez professionnellement. Allez, on va parler des pneus, et ça aussi c'est de la collection. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous accueillons Cyril Chalon, qui est chef de produit marketing automotif chez Rema Tip Top France. Waouh! Va falloir nous expliquer ce que c'est. Salut Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc Rema Tip Top France, voilà, c'est une entreprise. C'est court comme nom, hein? Oui. Mais c'est Tip Top. Ça va être long, c'est Tip Top. Oui, c'est justement ça. Donc c'est une société allemande qui a été créée en 1923. On est 8000 salariés à travers le monde. On a réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard à travers le monde également en 2020. Donc, pour faire simple... respect. Voilà. Oh oui, là, le nom d'un seul coup ne paraît plus si long que ça. Voilà. Donc, en fait, on a créé, pas moi, mais c'est la vulcanisation, en fait, qui a été créée à ce moment-là. Donc, la vulcanisation, c'est justement le parti caoutchouc quand on le rend élastique. Et donc, c'est pour ça que les pièces de réparation ont été créées chez nous. Donc en France, la création a été faite en 1955. On représente une centaine de salariés et on est également centre de formation dans tous les métiers de la réparation pneumatique. Donc vous êtes les spécialistes de la réparation des pneus et c'est pour ça qu'on vous demande. On a traité la semaine dernière, vous savez, les pneus avec chambre et les pneus sans chambre. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué la réparabilité de ces pneus-là. Alors déjà, est-ce qu'on peut réparer tous les pneus? Tiens. Alors oui. Si on met de côté les pneus run flat, parce que les pneus run flat sont réparables, mais ce sont les manufacturiers, donc chacune des marques qui vont donner le nombre de réparations possibles. Donc quand on met run flat run flat, c'est roulage à plat. C'est des pneus, on peut faire 80 km à 80 km/h. Voilà, quand on va les faire réparer, quoi. Exactement. Donc tous les pneus sont réparables. À savoir que nos pièces de réparation peuvent réparer des pneumatiques jusqu'à l'indice de vitesse Y. Ah oui, donc les pneus de ma Bugatti Veyron, on peut les réparer. Voilà, jusqu'à 300 km/h. Mais quel crâneur. Mais elle va plus de 400, alors donc ça, c'est pas possible. Alors si, on a quand même une pièce. Là, je vous parlais de la pièce de réparation d'un diamètre de 6 mm, mais si on va plus vite que 300 km/h, on a une autre petite pièce qui elle, est seulement pour des petits trous de 3 mm. Savoir que l'on peut réparer 3 fois
pneumatique VL, parce qu'on va rester bien sûr sur le pneu voiture. Ouais. Voilà. Et pourquoi que 3 fois? Parce que j'avais 203, mais après ça marche plus. Parce que Exactement. si vous roulez sur un truc avec plein de clous et que vous avez 5-6 clous, si votre voisin vous aime pas trop, par exemple, le matin, vous sortez de chez vous. Ça sent le vécu, ça. Il va falloir, il va falloir se mettre, se devenir copain avec son voisin, parce qu'effectivement, nos produits sont certifiés TÜV. Hein, donc c'est une certification de sécurité. Donc c'est jusqu'à 3 réparations. Après, au-delà de ça, effectivement, il faudra remplacer son pneumatique. D'accord. Alors ça se répare comment un pneu? Parce que on voit dans les centres auto des kits de réparation avec une mèche, on fait un trou dans le pneu, hop, on met de la colle et c'est parti. C'est correct ça comme réparation? Non, du tout. Non, la réparation doit se faire obligatoirement en démontant le pneu de sa jante. Donc ça veut dire qu'une réparation, une personne qui conduit sa voiture ne va pas pouvoir la faire, parce qu'il faut effectivement une machine pour démonter le pneu de sa jante, parce qu'il faut absolument inspecter l'intérieur de son pneu. Pour vérifier s'il n'y a pas eu un marbrage sur le flanc ou de la petite poudrette de gomme à l'intérieur qui serait une preuve d'un roulage à plat. Donc il faut vérifier que le pneu n'a pas roulé à plat, parce qu'en revanche, si on répare un pneu par l'extérieur qui a roulé à plat, c'est l'explosion assurée quelques kilomètres plus tard, quoi. Ah oui. Donc il faut obligatoirement démonter. On met On met une cheville par l'intérieur. C'est quoi? Un champignon? Exactement. Ça s'appelle comme ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Ça s'appelle un champignon. Alors chez nous, ça s'appelle mini combi. Et donc c'est une pièce de ça ressemble à un champignon. Donc on va donc gratter l'intérieur de la zone qui est blessée avec une fraise carbure. On va bien vulcaniser avec un sément. On parle bien de vulcanisation, on parle pas de colle. Donc on va créer une réaction chimique. Vous allez souder, quoi, en fait. Exactement. Voilà, mais c'est un collage, c'est un collage élastique entre la pièce et le pneumatique, pour qu'il y ait une totale isolation, une étanchéité complète, également dans le canal de la blessure. Parce que le souci de la mèche, au-delà du fait qu'on n'ait pas regardé à l'intérieur du pneumatique, il n'y a pas d'étanchéité et de vulcanisation, c'est-à-dire de collage entre caoutchouc, entre la pièce caoutchouc et le pneumatique, donc qui lui aussi est en caoutchouc, qui va vraiment créer cette étanchéité complète. Parce que s'il n'y a pas d'étanchéité, quand on roule, il y a la pluie, il y a plein d'éléments, l'air également, qui vont s'introduire dans ce canal de blessure et qui risquent l'oxydation de la bande de roulement et donc sa dislocation, voire son explosion également. D'accord. Donc voilà. Bon, ça coûte cher une réparation comme ça, parce que une réparation, ça coûte approximativement une vingtaine d'euros. Alors moi, c'est vrai que je suis la partie Rématitop, je suis pas partie pneumaticien, mais c'est entre une vingtaine et une trentaine d'euros. Donc ça reste quand même intéressant de réparer son pneumatique, parce que il y a aussi des règlements, c'est-à-dire que sur un même essieu, on ne peut pas avoir un pneu qui soit à 8 mm et l'autre côté qui soit en dessous de 5 mm. Il faut changer les deux sinon. Voilà, c'est-à-dire que souvent, ça arrive, malheureusement, si on ne répare pas le pneumatique, c'est les deux pneus qu'il faut changer. Donc cette trentaine d'euros reste très intéressante quand on connaît le changement, le remplacement de deux pneumatiques sur un essieu. Classique, oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril, de nous avoir expliqué tout ça. Chef de produit marketing automotive chez Réma, Tip Top France. Et là, les explications étaient tip top. Ouais. Tu m'as pas suivi sur ce coup-là. Si, mais comme Laurent ce matin était un peu crevé, on va essayer de la réparer. On va lui mettre un champignon. Oui, mais ça dépend où vous le mettez, le champignon, parce que des fois ça gratte. À suivre, juste après 13h, votre rendez-vous, vous le savez. 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant au standard. Toutes vos questions en direct également dans On Parle Auto. C'est aussi ça, On Parle Auto. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, On Parle Auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et jusqu'à 13h30, vous le savez, nous sommes en votre compagnie avant de laisser la place à Invino et Alain Marquis qui va nous emmener du côté de Bordeaux à la découverte du château Lillefort, mais également dans le Beaujolais à la découverte de Anne-Victoire Montrosier. Ça va vous faire hurler, l'ami Jean-Luc. Je fais une petite, hurler, quoique je ne sais pas. Elle a fait un blog qui s'appelle Miss Vicky Wine, mais aussi elle est une des premières créatrices du vin en canette. Du vin en canette? Aïe, aïe, aïe.
Voilà, donc on parle auto, on va pas se fâcher tout de suite. Oui, c'est assez surprenant. J'ai goûté, je vous en dirai plus après. Ça donne pas du goût au vin, la canette? Bah pas du tout. Ah oui. Bah en fait, il y en a beaucoup qui vinifient en cuve inox. Oui, métallique, voilà. cuve inox. Non, c'est juste qu'il y a du plaisir en moins quand même. Enfin, quoique. Bon, allez, bref, on parle auto ou sinon on parle Oui, on parle auto. Allez, c'est parti. On parle auto, mais on va parler d'éthanol, je crois. Donc, oui, mais on accueille Arnaud pour la première question. 13h, c'est votre moment, 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on vous accueille tout de suite, Arnaud, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Arnaud. Je suis à l'antenne ce samedi matin. Jean-Luc, je suis attentivement toutes vos vidéos sur les réseaux sociaux, Jean-Luc, et je vous remercie pour la qualité de vos contenus. Merci. Aujourd'hui, je vous appelle parce que je cherche une seconde voiture. Actuellement, j'ai une voiture principale, c'est un Tiguan 2 de 2017 4Motion qui est très kilométré. J'approche des 200 000 km et je vais déménager, m'éloigner un petit peu de mon lieu de travail. Donc, je réfléchis actuellement à la meilleure option possible pour moi. J'ai éliminé le 100% électrique parce que dans mon travail, je suis amené soit à être sédentaire. Une semaine type, je peux avoir aucun rendez-vous à l'extérieur. Et dans une certaine semaine, je peux avoir des fois 4 rendez-vous à l'extérieur par jour, donc une vingtaine de rendez-vous, avec des difficultés pour trouver une borne de recharge. Oui, je comprends bien. Ouais. Mais alors, l'idée de se dire on va remplacer toutes les voitures par de l'électrique, elle est stupide. Hein. Il y a plein d'usages où l'électrique, pour l'instant, ça fonctionne pas. Peut-être que dans 15 ans, on aura des technologies qui permettront de recharger même en roulant sans s'arrêter. Pourquoi pas, hein. Il y a des routes, hein. Même des routes de... Oui, bon, ça c'est encore de la science-fiction. Mais pour quelqu'un qui doit faire, on va dire, des trajets importants assez régulièrement, effectivement, c'est pas une solution. Et puis le diesel, vous avez vu avec tout ce qui se profile à l'horizon, ça va diminuer de plus en plus. Et surtout quand on s'arrête à la station-service en ce moment, et ça va être encore pire dans pas longtemps, et qu'on voit le prix des carburants. 1,80 là. Ouais. Moi j'ai vu du gasoil à plus de 2 € déjà. Hein. Donc, sur l'autoroute, ça. Non, des stations en agglomération qui sont à 2 €. Pardon. Parlons vrai sur Sud Radio. Alors. Ouais, donc Arnaud, vous voulez un deuxième, c'est un deuxième véhicule, c'est ça? C'est un deuxième véhicule. Je vais conserver le Tiguan pour partir. J'habite en Auvergne. En Auvergne, il y a souvent des épisodes neigeux. Je vais garder le Tiguan 4Motion pour partir au ski et puis pour les gros épisodes neigeux. Et je cherchais un deuxième véhicule, soit que je pouvais convertir sans perdre la garantie constructeur, un véhicule récent avec Apple CarPlay, etc., ou Android MirrorLink, si j'écroche pas l'appellation. Avec quoi comme budget? Alors, je m'étais fixé entre 40 et 50 000 euros de budget. Attendez, il n'y a pas à tourner autour du pot. Le truc idéal en ce moment... La Lexus, non alors, vous voulez un véhicule d'abord quelle taille? Parce que Alors, je suis fermé à rien du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé à enquêter sur un peu la Mondeo. Initialement, j'étais plutôt parti sur une berline. Mais Arnaud, chez Ford, vous nous dites la Mondeo, mais chez Ford, vous achetez un Kuga 2,5 litres hybride FlexiFuel. Vous avez à la fois une hybride, un FlexiFuel, 4 roues motrices, et vous bazardez votre Tiguan et vous roulerez avec un carburant à 80 centimes d'euros. Et voilà. Et ça démarre en dessous de 39 000 €. Et une version bien équipée comme la ST-Line, c'est à 43 400 €. Donc ça matche parfaitement. C'est exactement ça qu'il vous faut. Arnaud. Est-ce que c'est juste un hybride rechargeable ou un hybride... Non, là c'est un hybride simple. Ouais. C'est un hybride simple. D'accord. Alors, et franchement, c'est très bien en plus. Hein. Et si je me tourne sur une alternative de type série 1, est-ce qu'il y a une alternative Non, mais après, vous allez avoir l'adaptation éthanol, c'est toujours bon. Hein. Même s'il y a beaucoup de modèles qui marchent bien. En plus, sur les BMW, il y a parfois des injections avec des injecteurs piézoélectriques. Pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas de boîtier qui fonctionne avec ça. Et puis, de toute façon, excusez-moi. Non, mais là, vous avez la garantie constructeur. En fait, Ford fait un carton. Voilà, c'est ça. Ford fait un carton en ce moment avec ça. Parce que quand on change, qu'on met le boîtier, la garantie constructeur s'efface au profit de la garantie du fabricant de boîtier. Voilà. Donc, de toute façon, on n'aura plus de garantie constructeur. Ah non, vous avez un budget suffisant. Et n'hésitez pas, hein, le Kuga, franchement. En plus, c'est bien. Hein. Ouais, c'est une bonne bagnole. Vous perdez pas en agrément de conduite, tout. C'est franchement on va y aller l'idéal. Bon, écoutez Arnaud, désolé, mais en tout cas vous avez votre réponse, mais je vous bouscule un peu parce qu'on a Paul aussi qui nous attend. Ah bon, alors on écoute Paul. Bon Ford Kuga. Arnaud, bonjour, salut Paul. Bonjour Paul. Oui, bonjour Jean-Luc et bonjour Laurence. J'adore l'accent. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème d'homologation. Oh là. Je possède, entre autres, une Laguna qui fait 16 chevaux. Oui.
pendant quelque temps, l'homologation des véhicules de plus de 14 chevaux n'existait pas. Alors vous parlez de l'adaptation avec un boîtier éthanol, hein, c'est ça? Oui, mais là, le boîtier, bon, je roule dans l'illégalité depuis 3 ans, parce que le boîtier, je l'ai fait mettre... Alors c'est quoi comme boîtier que vous avez? C'est un boîtier qui était fait par Biomotors. D'accord. C'est un constructeur oui, on les connaît très bien, oui, bien sûr. Alors, il a été installé dans les règles de l'art et tout. Je l'ai fait installer début 2019, en pensant qu'un jour... vous pourriez l'homologuer après coup. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, l'homologation des véhicules de 16 chevaux est intervenue depuis à peu près 1 an. Oui. Bon, moi, quand j'ai su ça, j'ai appelé Biomotors pour faire le nécessaire. Hein, et on m'a dit, oui, mais votre voiture, hein, elle est sur la carte grise, regardez ce qui est marqué, il est marqué Euro 5. Et justement, Euro 5, l'homologation n'est toujours pas... Si, ça y est, c'est passé Euro 5. Même les véhicules Euro 6 qui ont des filtres à particules, parce que les voitures à essence désormais ont des filtres à particules, même ça y est, c'est passé. Les homologués. Vous les avez appelés quand, Biomotors? Je les ai appelés tous les 15 jours depuis. Oui, non, mais là, vous les avez pas appelés. Je les ai appelés le 15 février. Le 15 février, ils vous ont dit que c'était pas possible. Et ils m'ont dit, on n'a toujours pas le numéro d'homologation. Oui, allez voir sur leur site. Mais je pense que c'est une erreur. Allez voir sur le site. Ils ont un petit schéma qui explique quelles voitures peuvent être homologuées. Et je pense que ça doit être une erreur de leur part. Bon. Parce que moi, il m'avait demandé, c'est une voiture, quel est le modèle d'injection? Je lui ai dit, c'est une injection indirecte. Hein. Oui. Il m'a dit, mais on l'a tout fait. Bon, je vais les rappeler de toute façon. Oui, rappelez-les. Ouais. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais appeler le patron de Biomotors, comme ça, on va gagner du temps. Puis je vais lui demander, comme ça, je vous réponds. J'ai vos coordonnées, je vous réponds en direct. Cool, Paul, on fait ça. D'accord. Top. Merci. Puis une petite question. On va pas avoir le temps, Paul. Là, je suis désolée parce que Paul, on peut pas malheureusement. Je suis désolée de jouer un peu les mères fouettard sur le timing, mais on a encore pas mal de choses avant. Paul, renvoyez-nous votre question là par mail. Oui, et puis même de toute façon, tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler pour Biomotor. Voilà, comme ça, Paul, mon loulou, désolé de vous bousculer, mais comme ça, vous aurez la réponse en direct avec l'ami Jean-Luc au téléphone. Allez, on fait une pause tout de suite et après, on va parler des classiques cars avec les trésors de la vente Arcurial et de Rétromobile, et puis on fera un point sur l'actualité de la semaine. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va parler de voitures de collection avec Antoine Mahé qui est de Arcurial et qui nous rejoint maintenant dans Ça roule. Dans On parle auto, décidément. Bonjour Antoine. De contrôle technique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour à tous les éditeurs, évidemment. Alors je vais juste raconter ce qui s'est passé. On ne pourra pas mettre Laurence dans la vente. Non, c'est pas ça, mais je vais raconter ce qui s'est passé parce qu'on a repris l'antenne, j'étais morte de rire et j'avais mon ami Bastien qui faisait le pitre derrière sa boîte de réalisation. Là, et j'étais mort de rire. Pardon. Alors bonjour. On aura un Rétromobile. On a avec nous Antoine Mahé d'Arcurial. On aura Rétromobile bientôt. Vous savez que la date a été décalée. Ça sera pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. On va donc abondamment parler de Rétromobile dans les émissions qui viennent. On parle tout de suite. Il y a traditionnellement chaque année, depuis combien de temps d'ailleurs, Antoine, il y a une vente Arcurial au sein du salon Rétromobile? Alors, la vente Arcurial Motor Cars, la première a eu lieu en 2011 au sein du salon Rétromobile. Mais il faut savoir qu'il y a eu toujours une tradition de vente aux enchères, et avant c'était une autre maison de vente aux enchères qui s'occupait de cette vente. Et donc depuis 2011, c'est Arcurial Motor Cars avec un certain succès, dirais-je. Alors là, 18 et 19, on va pouvoir faire son petit shopping. En plus, il y a 170 voitures, 30 motos, c'est ça qui sont proposées à la vente cette année? C'est exactement ça. 170 voitures, 30 motos et plusieurs centaines de lots automobilia aussi. Donc tous les objets qui se rattachent à l'automobile, que ce soit les mascottes, les affiches, les jouets liés à l'automobile. Ça, c'est une vente qui aura lieu le dimanche également. Donc voilà, 3 jours de vente pour beaucoup de belles choses, soigneusement soignées par nous depuis près d'1 an maintenant. Alors on peut les voir évidemment ces voitures si on va sur le salon Rétromobile qui ouvre le 16. Donc si je décide d'investir un petit peu d'argent, comment ça marche d'ailleurs le marché de la collection automobile en ce moment? Il est plutôt en hausse, en baisse, c'est quoi
tendance. Le marché et la tendance très récente et qui est confirmée toute fraîchement par les sessions de vente qui viennent d'avoir lieu hier et avant-hier aux États-Unis, en Floride, confirme que on est sur plutôt une augmentation des prix et un marché très solide avec quasiment tous les lots vendus à chacune des ventes qui viennent de se dérouler. Et nous, bon, pour revenir un petit peu en Europe, on remarque vraiment que les gens ont envie de sortir de cette période de Covid, ont envie de se faire plaisir, de rouler, de profiter un peu de ces beaux objets et voilà, et de profiter de la vie tout simplement. Bon. Donc ça stimule vraiment le marché. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'il y a comme lot extraordinaire? Donc là, juste pour nous faire rêver, parce qu'on ne pourra pas se les payer, mais qu'est-ce qu'il y a comme voiture extraordinaire cette année? Eh bien, on pourrait commencer par parler d'une des stars de la vente, qui est une Porsche 907 usine. Donc c'est une voiture de 1968 et elle est exceptionnelle parce que elle a fait beaucoup de courses à l'époque. Elle a fait 3 fois les 24 heures du Mans, les 1000 km du Nürburgring et surtout les voitures de course, elles avaient toujours des vies un petit peu compliquées. Elles pouvaient être accidentées, des changements de pièces, etc. Et celle-ci, c'est vraiment une des plus originales, je dirais, qui est encore sur le marché et elle est entre les mains du même collectionneur depuis 40 ans. Donc c'est vraiment exceptionnel parmi l'exceptionnel. Bon, oui. Entre 4 et 6 millions d'euros d'estimation, donc ça ne va pas être à la portée de toutes les bourses. Non. Il y a aussi une collection de Ferrari d'un avocat monégasque, toutes des voitures qu'il a achetées neuves, donc des premières mains. Oui. Oui, et donc acheter neuve directement chez Ferrari, et évidemment, il a choisi à chaque fois les meilleurs, c'est-à-dire les supercars de chez Ferrari. On va dire que par décennie, Ferrari conçoit une supercar qui est un petit peu la quintessence du savoir-faire Ferrari issu de la compétition. Et c'est donc une voiture qui est disponible pour les clients. Et donc cette lignée a commencé avec la 288 GTO et donc notre avocat avait acheté la F40 en 1989 et après chaque décennie il a acheté la F50, après la Enzo, la Ferrari et il roulait très peu, il était très occupé par ses activités professionnelles et donc les voitures ont très peu roulé, ont été toujours conduites scrupuleusement, si bien qu'aujourd'hui ce sont vraiment les plus désirables des Ferrari que l'on puisse choisir. C'est les moins maltraités, pas d'accidents, entretenus, aimés comme de vrais jouets. Puisqu'on parle d'aimer, il y a aussi, il y aura le côté, amour direct. Là, il y a des. J'adore quand vous parlez de moi comme ça. Ouais, voilà. Mais non, mais là, j'allais parler de Johnny Hallyday. Ah ouais, c'est bien aussi. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Pour mourir d'amour enchaîné. Un peu ça. Il y a. Alors. On voit, Johnny aimait beaucoup les motos, les voitures, il en a possédé pas mal et dans les ventes on en voit passer souvent. Là il y a une belle Harley Softail Heritage 1340 qui a un nom particulier d'ailleurs et un design assez particulier qui est à la vente. Exactement. Alors son nom particulier, je vais commencer par ça, c'est Laura Eyes. Et en fait, Laura Eyes, c'est en référence au bleu. La moto est donc de 2 teintes de bleu. Et en fait, c'est la couleur des yeux de Johnny et la couleur des yeux de Laura, sa fille. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Laura Eyes. Et par ailleurs, c'est vrai que son design, les garde-boue assez enveloppants, rappellent un petit peu la forme d'une paupière, d'un œil. Et donc voilà, on voit vraiment. Ça coûte combien ? On comprend. Ça coûte combien de se payer un engin comme ça ? Alors, je sais que c'est pas facile à évaluer parce qu'il y a le côté passion qui rentre en ligne de compte là. Ce qu'il faut bien imaginer d'abord, c'est que Johnny, avec cette moto-là, il arrivait au Stade de France alors que le morceau Gabriel commençait à jouer. Il arrivait sur cette Harley. Le public était en transe, il descendait, il béquillait la Harley et il commençait à chanter. Une fois que j'ai dit ça, vous voyez que déjà on touche quelque chose de... C'est très subjectif. Ce qu'on sait, c'est que la dernière Harley de Johnny qu'on a vendue aux enchères pour une œuvre caritative, il y a quelques années maintenant, nous l'avions vendue 280 000 €, ce qui était bien au-delà des estimations. Donc aujourd'hui, une moto comme celle-ci, en fait, ça va vraiment être la passion et le côté absolument subjectif des acheteurs et des passionnés de Johnny. Merci beaucoup Antoine d'avoir partagé avec nous. On en reparlera Antoine parce qu'on va se faire 2 émissions là, qui vont être presque complètes sur Réseau Mobile bientôt. Ah c'est cool. Voilà. Ça serait bien qu'on aille là-bas. Bon à bientôt Antoine. Je dis rien. Des bisous Antoine Mahé qui est de Arcurial et qui nous a fait rêver avec ses belles voitures. Maintenant on va rêver avec la prochaine voiture de l'ami Renault. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie.
Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Rien à voir avec le chanteur Renaud, puisqu'on vient de parler de Johnny. Salut, c'est Renaud. C'est pas forcément Renaud une Renault qui nous a demandé un coup de main pour choisir sa future voiture. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. On vous écoute. Alors voilà, je viens de me faire opérer de l'épaule droite et on me conseille du coup de passer sur un véhicule en boîte automatique et pour remplacer mon vieux C3 Picasso essence. Donc je recherche à peu près le même genre de véhicule, pratique et confortable, mais avec un petit peu plus de peps quand même. D'accord. Voilà, je fais environ 7000 km par an, principalement de la ville, mais vivant en appartement, je ne peux pas me diriger vers l'électrique. Et donc, je suis... Ouais. Alors, bon, principalement de la ville, ça veut dire qu'on va se diriger vers de l'hybride ou vers de l'essence. Alors, j'ai plusieurs... C'est quoi votre budget? J'ai 23 000 euros environ. Alors, écoutez, dès 23 000 euros, il y a un truc, vous n'avez même pas besoin d'acheter une occasion que moi je trouve très bien, parce que d'autant que maintenant il vient d'être doté d'une boîte automatique, c'est le Dacia Duster avec le moteur 1,3 litre TCE 150 chevaux. Vous l'avez en finition prestige, c'est-à-dire avec tout dedans, la machine à laver, la cuisinière. La cuisinière, on parle de l'outil. Ouais, c'est ça. Hein, dès 23 000 euros, c'est confortable, c'est un peu plus grand que votre C3, ça a surtout beaucoup plus de pêche. Parce que même si c'est plus grand, c'est moins lourd. Parce que le C3 Picasso, il avait vraiment un gros problème. Il avait un peu forcé sur la pizza pendant trop longtemps. Et c'était une voiture assez lourde. Donc là, et ça, c'est ma première proposition. Après, comme vous étiez chez Citroën, d'occasion cette fois, un C5 Aircross avec le moteur PureTech 130 chevaux avec la boîte EAT8, ça se trouve dans ces prix-là. Là, c'est extrêmement confortable. Vous avez aussi donc une boîte automatique. Et puis enfin, le dernier choix, c'est un peu plus gros en termes d'encombrement. Par contre, en matière de fiabilité, ça sera supérieur aux deux modèles que je viens de vous citer. C'est un Lexus NX 300H. Ça se trouve à ces prix-là. Donc, avec une boîte automatique aussi, puisque là c'est un modèle hybride, donc c'est obligatoirement avec une boîte automatique. C'est de la variation continue, on ne peut pas dire boîte automatique, mais c'est la même chose. Donc vous avez trois propositions. Vous iriez vers quoi? C'est trois bonnes propositions. Renaud, vous iriez vers quoi? Mon cœur partirait plutôt vers le Lexus. Ouais, bon allez, Lexus NX 300H, voilà. Ouais. En plus super équipé, pour 25 000 euros, vous allez, il y a des offres assez particulier ou directement chez le concessionnaire en occasion. Ils cherchent quoi? Là où ils trouvent l'un ou l'autre. Vu que c'est une voiture extrêmement fiable, en plus, on est un peu plus tranquille. Bon, et ça sera plus péchu que votre C3 Picasso. Bien les Lexus, j'avoue. Bon voilà, Mister Renault. Voilà. Bon, il n'y avait pas de Renault dans le choix. Joli. Mister Renault, Mister Renard, Docteur Renard, très bien. On vous souhaite un bon choix et puis vous avez le droit. Surtout un bon rétablissement pour votre épaule. Ça va mieux? Merci. J'en ai encore pour un moment. Et vous nous envoyez une photo de la future voiture sur l'adresse mail je participe @sudradio.fr en mettant. Avec grand plaisir. On parle auto. On vous embrasse et bon courage à vous. Bon week-end. Bon week-end. Salut Renaud. Merci Renaud. Au revoir. Sud Radio, on parle auto. Et on termine notre émission avec les brèves de la semaine et les Français qui jugent inutiles les messages de prévention sur les publicités automobiles. Oui, vous avez sans doute remarqué depuis le 1er mars que les publicités automobiles sont accompagnées de petits messages incitant les automobilistes à prendre un vélo, une patinette, pourquoi pas. Bon, d'après un sondage qui a été réalisé pour le compte du magazine Stratégie, 68% des Français estiment qu'ils n'auront pas d'impact sur leur comportement, ces messages. En clair, pour l'instant, ils ne modifieront pas leurs habitudes d'automobilistes. À terme, en revanche, ces mentions auront sans doute du poids, comme le fameux, souvenez-vous, manger, bouger, c'est vrai qu'on y pense, ou les étiquettes énergie sur les appareils ménagers et les voitures. Et la région sud et le département de l'Aisne qui veulent aider à financer l'installation d'un boîtier super éthanol E85. Et effectivement, la région sud vient de doubler son chèque transition éthanol accordé pour l'installation d'un boîtier éthanol. Il atteint maintenant 500 € avec une limitation à 50% du coût. Dépêchez-vous, l'offre est valable jusqu'au 30 juin. Et puis dans la région Hauts-de-France, qui propose déjà des aides, le département de l'Aisne prévoit de donner un coup de pouce supplémentaire à l'installation d'un boîtier de conversion grâce à une aide qui pourra aller jusqu'à 400 € en fonction des revenus. Et pour terminer, on fait un point sur les opérations qui permettent de payer le carburant moins cher ce week-end. Alors on commence par le litre à 1 € chez Casino. Attention, c'est pas le prix affiché à la pompe. Casino vous offre un bon d'achat qui correspond à la différence entre le prix réel et 1 €. C'est valable jusqu'à ce soir, dépêchez-vous.
Valable uniquement jusqu'à ce soir? Ouais, exactement. Valable également jusqu'à ce soir. 8 € de bon d'achat chez Auchan pour 30 litres de carburant acheté. Et puis les 713 stations Leclerc en dehors des autoroutes continuent leur opération carburant à prix coûtant jusqu'à la fin du week-end. Et même Total vous offre une remise de 10 centimes dès le premier litre, mais seulement si vous habitez en zone rurale et à l'exclusion des stations Total Access. L'opération devrait se terminer le 15 mai. Et puis on a eu un autre message sur la page Facebook, puisqu'on parle de prix d'éthanol ou de carburant en général. Thierry qui nous dit tarif du super éthanol sur Annonay, 91 centimes. Ouais. 67 centimes, c'était le 2 janvier. 33% d'augmentation de l'éthyl, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est quand même beaucoup moins cher que 2 litres. Oui, mais enfin, 33% en heure, l'espace de 2 mois. La semaine prochaine, on aura avec nous Stéphane Magnin, le directeur général de Suzuki Automobile France. Donc si vous avez si vous avez des questions sur Suzuki, une marque qui ne vend plus que des modèles hybrides aujourd'hui, vous n'hésitez pas. 0826 300 300 ou sur mail jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans l'objet du mail et vos coordonnées. Bon week-end à tous. Tout de suite, c'est Invino avec l'ami Alain Marty. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.